Plus tu essaies de te sentir bien, plus tu te sens mal. N'essaie pas d'être plus ou d'avoir plus. Personne n'a rien d'extraordinaire. Et si lâcher prise vous permettez finalement de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va voir 3 lois psychologiques, non pas pour être heureux, mais pour vivre mieux, et vous verrez que ça sera déjà pas mal. Dans cette vidéo, on va voir que le désir et la recherche permanente du bonheur, c'est finalement un problème. Et cette vidéo, elle se veut vraiment comme une sorte d'essai audiovisuel. Je souhaite vraiment que vous le preniez comme ça. J'ai juste mes références et des pistes que je veux vous proposer pour résoudre ce mal-être chronique qui parfois peut être très très lourd au quotidien. 3 lois psychologiques pour vivre mieux, c'est parti. Alors la loi de l'effort inverse, qui est l'œuvre d'Alan Watts, un philosophe américain, une figure de la contre-culture américaine dans les années 60, il a élaboré une loi qui a un principe fort, selon lequel plus tu essaies de te sentir bien, plus tu te sens mal. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi ça m'arrivait pas mal de fois. On essaie de faire telle chose pour procurer telle émotion, et en fait, on obtient l'inverse. Typiquement, le célibataire qui veut trouver l'amour, il le trouve jamais, parce qu'il est repoussant, il est pas magnétique. Plus on veut d'argent, plus on se sent fauché. Plus on veut être beau, plus on se sent laid. Voilà. Finalement, le problème, c'est de vouloir plus. Mark Manson, dans son livre L'art subtil de s'en foutre, l'exprime très bien, et il écrit quelque chose qui pour moi est fondamental. Je le paraphrase, vouloir vivre une expérience positive est une expérience négative, tandis que consentir à vivre une expérience négative est en soi une expérience positive. On pense qu'on va être heureux si on a une plus belle voiture, si on a une plus grande maison, si on avait un meilleur boulot, si on était plus beau, si on était plus grand, et en fait tout ça, ça nous rend malheureux, parce que ça ne fait que manifester un sentiment de manque. On cultive un état d'esprit selon lequel on n'est pas assez, on n'a pas assez. En fait, quand on désire manifester un événement, on développe une sorte de résistance qui fait que non seulement on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir, mais en plus on obtient l'inverse. Et donc cette volonté de penser qu'on serait heureux avec plus, ça découle sur un phénomène que les psychologues appellent l'adaptation hédonique. En gros, on se décarcasse pour changer notre situation, et quand on y arrive, on est heureux 2 ou 3 jours, et puis après, notre cerveau s'adapte. Hédonisme, le plaisir. En gros, notre cerveau s'habitue à ce plaisir-là. Et donc là, on a 2 options. Soit on comprend qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux, soit on élève encore le curseur, on se dit qu'il faut encore plus pour être heureux, et en fait, on devient des éternels insatisfaits. Pour appuyer cette théorie, on pourrait citer Albert Camus, un auteur français, Cocorico, qui disait « Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à chercher en quoi consiste le bonheur ». Et il ajoutait « Vous ne vivrez jamais si vous cherchez constamment un sens à la vie ». Et on va prendre un exemple pour clôturer cette première loi. L'exemple de Charles Bukowski, qui était un écrivain américain qui lui aussi a traversé le XXe siècle. Il était alcoolique, c'était un vrai coureur de jupons, il allait aux lectures poétiques complètement torché, il insultait son auditoire, il fumait beaucoup, bref c'était quelqu'un d'assez vulgaire. Mais il se trouve qu'il était quelque peu poétique, et pendant 30 ans, personne ne lui a laissé sa chance. Et puis à l'âge de 50 ans, alors qu'il était facteur, il y a une petite maison d'édition qui décide de laisser sa chance à notre brave Charles Bukowski. À partir de là, en 3 semaines, il écrit un livre qu'il intitule Le Postier. On peut y voir la mention « Je dédie ce livre à personne ». Ce qui m'a marqué, c'est que dans les dernières années de sa vie, il a fait inscrire sur sa pierre tombale, pour le jour où il décéderait, une phrase lourde de sens « Don't try », n'essaie même pas en français. N'essaie pas d'être plus riche, n'essaie pas d'être plus heureux, n'essaie pas d'être plus ou d'avoir plus. Pour reprendre les mots de Mark Manson, pour être heureux, n'essaie pas de vouloir davantage, essaie plutôt de baisser tes aspirations et de ne vouloir que ce qui est vrai et qui a du sens pour toi. Il rajoute aussi dans son chapitre, quelqu'un qui est heureux, il passe pas son temps devant la glace à se dire qu'il est heureux, il l'est, point barre. Alors là, on va parler de quelque chose qui n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. C'est pas une loi à proprement parler psychologique qui a été l'œuvre d'une seule et même personne, c'est qu'on vit dans une époque où on a tendance à croire que notre vie, elle doit être extraordinaire. Le problème avec ça, c'est que il y a des gens qui, à force de se répéter qu'il faut être extraordinaire, ils finissent par croire qu'ils le sont, alors qu'ils le sont pas. On est abreuvé d'extraordinaire, et dans le bon comme dans le mauvais sens d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream, on nous vend des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce que justement ça rapporte du pognon à ces médias-là, et ça fait faire des vues sur les réseaux sociaux. Et pour reprendre Mark Manson comme exemple, oui, encore lui, mais ce gars-là a vraiment changé mon état d'esprit.
Il écrit que même si t'es excellent dans un domaine, il y a de grandes chances pour que tu sois en dessous de la moyenne dans les autres aspects de la vie. Pourquoi ? Parce qu'être excellent dans un domaine demande d'y consacrer énormément de temps et énormément d'énergie. Et nous, on a tendance à idolâtrer telle ou telle personne parce que ce qu'elle fait et ce pourquoi on la connaît est extraordinaire. Tout ça, ça occulte un petit peu le reste. Par exemple, si vous prenez les artistes, souvent ils ont des vies de famille chaotiques, donc c'est un peu le danger d'idolâtrer certaines personnes. On oublie que dans d'autres aspects, ils sont même moins bien que nous, quelque part. Et je crois que c'est bien de se rappeler que de toute façon, notre vie, à nous, 99% du temps, elle va être normale, et c'est pas grave, et elle vaut la peine d'être vécue même si elle est tout à fait ordinaire. Parce que si être extraordinaire ça devenait la norme, bah par définition ça serait plus extraordinaire quoi. Mark Manson, il a schématisé ça sous forme d'une courbe en forme de cloche et on peut y placer tous les exemples de la vie. Et selon l'aspect de la vie qu'on étudie, on va se situer plus ou moins dans la masse. Peut-être qu'il y a un domaine dans lequel on va être excellent, peut-être qu'il y en a un autre où on va être complètement à la ramasse. Le souci avec le fait de vouloir être extraordinaire et de se croire extraordinaire, c'est que ça témoigne de deux choses. La première, c'est un ego surdimensionné et la deuxième, c'est que ça témoigne finalement d'une insécurité certaine. Et souvent, les gens qui se pensent extraordinaires et qui pensent avoir quelque chose en plus, ils oscillent souvent entre un certain complexe d'infériorité et en même temps un complexe de supériorité. Et ils pensent qu'en fait, il leur faut un traitement spécial. C'est comme si moi je vous disais, attendez, cette vidéo, vous allez la regarder parce que c'est Anthony Couder qui l'a faite quand même. On pense que notre vie est spéciale, que notre personnalité est unique, que nos problèmes sont extraordinaires. En fait, non, personne n'a rien d'extraordinaire. Si on fait la moyenne de tous les aspects de notre vie, on va tous avoir à peu près la même note sur 20 quoi. Si on juge Michael Jordan par rapport au basket, il est extraordinaire. Si on le juge sur sa capacité à être bon en mécanique, ça se trouve il est mauvais. Et finalement l'extraordinaire ça crée aussi une sorte de déséquilibre. Et c'est là aussi peut-être un danger, c'est d'arriver à gérer quelque chose d'extraordinaire. Le paradoxe c'est que quand on entend les gens qui ont une vie banale, ils veulent une vie extraordinaire. Et à contrario, ceux qui ont une vie extraordinaire, et ils souhaitent qu'une chose, c'est à force d'avoir une vie plutôt banale. Et cette dernière loi, c'est la loi de l'évitement de, vous l'aurez deviné, Mark Manson. Et elle est prépondérante. En fait, cette loi elle stipule que on évite absolument tout ce qui mettrait en danger notre identité. Notre identité, c'est un peu le storytelling qu'on se raconte, c'est un peu le discours qu'on a sur nous. Et souvent, quand on est confronté à quelque chose qui va mettre en danger cette identité-là et l'idée qu'on a de nous, on l'évite. Moi, je me rappelle, à mes 25 ans, je pensais avoir compris la vie, je pensais que j'étais une version définitive et j'ai rattaqué mes études à 25 ans. J'ai repris mes études en communication et j'ai eu un cours sur des relations commerciales avec un prof qui était très bon en relations commerciales, mais qui en plus avait des compétences en psychologie, en philosophie, absolument étonnante. Et à un moment il a dit: la façon dont vous voyez le monde, c'est par le prisme d'une vision judéo-chrétienne, parce que c'est notre culture identitaire dans laquelle on a grandi, et le prisme par lequel vous voyez tout ce qui vous entoure est défini par votre socle de croyances. Moi je pensais voir le monde tel qu'il est, je pensais voir le monde de façon objective, et donc ça a vraiment mis à mal la croyance que j'avais sur moi. J'ai pas accepté ça, mais ça a fait son chemin, et très récemment j'ai compris qu'effectivement les croyances et l'histoire qu'on se racontait, ça définissait ce qu'on était, mais qu'en fait on s'empêchait aussi d'avancer. Et c'est quelque chose d'essentiel dans la loi de l'évitement de Mark Manson. Il explique que la certitude est un danger et que la recherche de la certitude, ça crée encore plus d'incertitude. Là encore, on peut faire le parallèle avec la loi de l'effort inverse. Et que la certitude, elle est jamais totale, et que la recherche de la certitude en permanence, ça ne fait que créer encore plus d'insécurité intérieure. Et je crois que c'est très vrai. Et il ajoute aussi que quand on apprend quelque chose de la vie, on passe pas du faux au vrai, on passe du faux au un peu moins faux, etc., etc. Il prend des faits qui sont très intéressants. Par exemple, il mentionne le fait que il y a 600 ans, on pensait que la Terre était plate, et aujourd'hui, elle l'est pas quoi. Peut-être qu'un jour, il y a un historien qui va nous dire que les pyramides et les Égyptiens, ils avaient l'électricité, tu vois. On sait pas. Pour appuyer cette loi de l'évitement, pour citer Socrate, qui disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », et finalement, c'est vachement libérateur parce que on accepte l'incertitude de la vie, on accepte que on est un être humain qui évolue et que ce qui faisait sens il y a 5 ans, ça fait peut-être moins sens aujourd'hui et c'est pas grave. Et je pense qu'on se raconte tous des histoires sur qui on est, sur qui on croit être plutôt. Par exemple, moi je voulais être journaliste. Et je me disais que, mais là c'est pareil, c'est une fausse idée. Les plateaux télé et la presse traditionnelle, c'était quelque chose de mieux
que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Alors que en soi c'est faux, ce qui compte c'est plutôt la qualité du travail qui est fourni, plutôt que le canal qui est utilisé. Et en plus on voit des gens de la télé qui se sont lancés notamment sur YouTube. Je pense à Stéphane Bern qui a créé sa chaîne il n'y a pas bien longtemps et qui a fait un entretien avec Cyprien d'une grande qualité. On peut citer Samuel Etienne qui a lancé sa chaîne Twitch il y a quelques années aussi. Et si on prend un exemple politique, on voit qu'il y a beaucoup de politiciens qui se mettent sur les réseaux sociaux. Et pour prendre un exemple encore plus parlant, Donald Trump, qu'on l'aime ou pas, pendant sa campagne présidentielle, il était très présent sur les médias alternatifs de droite. Et c'est ce qui, en partie, lui a permis d'être élu et d'avoir beaucoup de voix auprès des jeunes américains. Donc là c'est pareil, ma croyance c'était que le caractère traditionnel de la télévision et de la presse écrite, ça l'emportait de fait sur les nouveaux moyens de communication qu'on peut avoir aujourd'hui, et donc j'avais pas envie de remettre cette croyance en question, alors que c'est idiot. Et Mark Manson, il illustre très bien sa loi de l'évitement, et qu'on se crée vraiment une sorte de storytelling sur nos croyances et qui on est. En fait, il y a une expérience qui a été menée aux États-Unis. C'est plusieurs personnes qui sont dans une salle, il y a des boutons et ils doivent appuyer sur les boutons pour déclencher des actions. Donc t'as des personnes qui finissent par trouver une combinaison pour déclencher telle action, finissent par se dire des trucs du genre si j'appuie 2 fois ça manifeste telle action, si je saute à cloche-pied et que je ferme les yeux ça manifeste telle action, etc. etc. Et l'ironie de l'étude, c'est qu'en fait les actions se déclenche de manière aléatoire. Il n'y a pas de méthode secrète pour déclencher telle ou telle chose, sauf que les sujets de cette étude étaient persuadés d'avoir trouvé la combinaison parfaite pour déclencher telle ou telle chose. Le truc c'est que là on n'est pas dans GTA, il ne s'agit pas de faire au bas gauche droite L1 L2 R1 R2 pour obtenir le jet, ok ? Je crois que les anciens auront la référence. Et donc le principe de cette loi de l'évitement, c'est d'arriver à accepter que on évolue, c'est ok si on change, et c'est ok si on devient quelqu'un qu'on n'était pas il y a 5 ans. Et pour clôturer ce troisième concept, le bouddhisme stipule que le moi est une construction arbitraire, et que ces principes arbitraires sur lesquels tu te bases pour te définir, finalement ne sont que des pièges qu'il faut que tu évites. Là aussi, ça nous incite à être capable de nous remettre en question sans cultiver un doute permanent et une peur permanente sur qui on est, mais plutôt en se disant apprendre de la vie c'est finalement quelque chose de permanent et d'infini, et finalement c'est génial parce qu'au début on peut se sentir un peu bête de se dire qu'on s'est trompé sur toute la ligne pendant des années, et après en fait on est libéré de ça et on est heureux. Finalement c'est qu'une nouvelle façon d'aborder la vie qui commence quoi. Alors en conclusion, ce qu'on pourrait dire, et avec tout ce qu'on a exploré, un peu de philosophie, un peu de psychologie, des cas concrets, etc., et un peu d'expérience perso aussi, en fait le problème c'est le désir quoi, qui fait qu'on cultive un état de mal-être chronique et permanent quoi. Donc il y a un mot d'ordre, je pense qu'il pourrait revenir, c'est le lâcher prise. Et là je vais citer un vidéaste français que j'écoute beaucoup et qui s'appelle Julien Kim. Il a fondé l'école Vivre Mieux pour aider les gens par définition à vivre mieux. Il fait tout un travail sur le développement personnel qui est basé sur beaucoup de recherches en philo et en psycho, et j'ai remarqué que cette notion de lâcher prise, elle revient vraiment abondamment. Il a pour habitude de dire on n'obtient pas ce qu'on désire, on obtient ce qu'on est, et je crois que c'est très vrai. Dans cette conclusion, on pourrait aussi parler un peu de stoïcisme. C'est une philosophie et un courant de pensée qui est très important pour moi, et on pourrait parler de dichotomie du contrôle, se focaliser sur les éléments qui sont sous notre contrôle, et de délaisser, d'accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et finalement quand on regarde, la zone d'influence sur laquelle on peut le plus travailler, c'est les petites tâches de la vie qu'on peut trouver banales et qui finalement représentent 99% de notre quotidien et de notre vie. Donc c'est là-dessus qu'on doit essayer de travailler, et pas sur une réalité extérieure qui ne dépend pas de nous. Bon, et puis pour conclure cette vidéo, j'avais envie de citer Sénèque qui disait souvent on souffre beaucoup plus dans notre esprit que dans la réalité. Je crois que c'est une très bonne manière de finir cette vidéo, parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est finalement pas des choses très extraordinaires. On peut décider de vivre mieux, ici et maintenant, avec ce qu'on a, et qu'on n'a pas besoin de plus pour atteindre ce sentiment d'être heureux. Voilà. Et si finalement lâcher prise vous permettez de reprendre le contrôle.